J'ai enfin trouvé le micro, moi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je trouvais pas le micro. Alors, d'abord, il nous faut nous excuser par rapport à l'absence de représentante de la Fondation des femmes, parce que l'idée première, c'était ça, c'était qu'effectivement, une représentante de la Fondation des femmes puisse vous présenter d'une part l'activité de cette association, et puis deuxièmement, vous parler un petit peu du rapport qu'elles ont édité par rapport au Covid, hein, et aux conséquences sur l'activité professionnelle des femmes, d'une part, d'autre part, sur les violences faites aux femmes, justement, et les inégalités. Et puis également parler du baromètre annuel qu'elle publie en association avec une entreprise spécialisée pour faire des sondages, en fait, hein. Et avec des choses qui sont relativement intéressantes. Donc, au pied levé, j'ai pris la succession donc d'Anne-Cécile Maillefer, qui est la présidente de la Fondation des femmes et qui n'a pas pu se libérer. Il faut savoir que la Fondation des femmes est une association très dynamique, mais avec peu de moyens humains, et qu'elle est extrêmement sollicitée, surtout là en ce moment, après le rapport qui vient d'être, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, qu'elles viennent de publier notamment sur les inégalités, hein, liées à la pandémie. Les inégalités sociales et évidemment les violences également qui ont augmenté, comme vous le savez, à l'occasion de cette pandémie. Violences faites aux femmes, bien sûr. Alors, donc, encore une fois, je vous prie de m'excuser à l'avance du caractère un peu improvisé de mon intervention là, du jour. Donc et j'espère qu'il sera surtout suivi d'un petit échange entre nous sur les différents sujets qu'on va pouvoir aborder, parce que c'est ça qui est intéressant. L'idée des rencontres Shiatsu, hein, c'était aussi de permettre un petit peu de débat, d'échange entre nous. Alors évidemment, a priori en présentiel, hein, ce qui était le but premier des rencontres. Mais là, bon, on essaiera de faire un petit point sur les sujets. Donc, je vais être assez court sur les sujets que je voulais aborder avec vous. Et en tout cas, je vais essayer d'exposer un petit peu les différents thèmes que je souhaitais aborder. Alors, le premier thème, c'est un thème qui est particulièrement d'actualité pour notre métier, puisque, comme vous le savez, certainement, notre titre spécialiste en shiatsu s'est éteint en juillet 2020 et n'a pas été renouvelé. Et notre nouvelle demande d'un autre titre, puisqu'on a déposé un nouveau titre, a été refusée là très très récemment. Alors, au-delà de ça, ce qui est assez intéressant et ce qui m'agace particulièrement dans cette affaire, si vous voulez, c'est les raisons pour lesquelles elles ont été refusées. La première fois, c'était des raisons techniques. La deuxième fois, c'est une raison économique qui nous a été opposée, à savoir que les promotions qu'on avait données à l'appui de ce titre, donc il faut fournir 2 promotions de personnes qui viennent de sortir avec le titre. Le prétexte, c'était que les gens n'avaient pas une rémunération suffisante. Et la deuxième raison, c'était que c'était un travail complémentaire. Alors, au-delà du prétexte, ce qui est intéressant, c'est peut-être de rapprocher de ce qui fait le cœur de notre métier, à savoir quand même un métier exercé essentiellement par des femmes, à, d'après nos statistiques, environ 80%.
Et donc, ça rejoint un petit peu, si vous voulez, ce qui a été, ce qui est constaté un petit peu dans les rapports dont je voulais vous parler un petit peu, et en particulier, le rapport, qui est sorti, qui vient de sortir par la Fondation des femmes. C'est qu'effectivement, pour une femme, bah, c'est beaucoup plus compliqué de s'installer dans un métier, pour tout un tas de raisons, que vous connaissez évidemment forcément, et qui sont statistiquement, bien étudiées, hein. Et donc, voilà, on se retrouve avec une commission, composée, d'ailleurs, à grande majorité, d'hommes, et qui va se permettre heu, comment dire? On pourrait dire, de prendre des décisions à partir de constatations, non élaborées, non fondées. Et finalement, ça rejoint un peu toutes ces problématiques-là. Donc c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, hein, et je voulais qu'éventuellement on puisse en parler un petit peu parce que ça me semble, important, au cœur de notre, profession, encore une fois. Alors, je vais essayer donc mon idée était d'exposer un petit peu rapidement ce qu'est la Fondation des femmes, avec lequel on a ébauché un partenariat, hein. Dans un deuxième temps, je voulais vous parler un petit peu de ce baromètre dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui s'appelle le baromètre priorité femmes. Dans un troisième temps, je voulais parler du rapport du CESE. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Donc, on va en parler un peu à fond parce que c'est très intéressant. Et puis la quatrième chose, évidemment, qui était finalement l'objet un petit peu de cette réunion a priori, au départ, c'est les violences faites aux femmes, mais plutôt vues sous l'angle professionnel. C'est-à-dire qu'est-ce que nous, et là d'un point de vue vraiment éthique professionnel, comment on peut aborder ça? Donc voilà un peu les 4 thèmes que je vais essayer d'aborder encore une fois, un peu comme je peux, hein, dans la mesure de ce que j'ai pu, rapidement, faire. En sachant qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, avant qu'on commence officiellement, on va essayer de sortir un dossier là-dessus, hein, qui sera évidemment aussi disponible sur, le site. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont fournis, dans le baromètre notamment, mais aussi dans le rapport du CESE et qui sont vraiment très intéressants pour nous, y compris professionnellement, hein. Je dirais à double détente professionnellement. Quand je dis ça, c'est à la fois pour, défendre notre profession, mais aussi pour la pratiquer, auprès d'une population qu'on est amené malgré tout à côtoyer très souvent, trop souvent je dirais malheureusement, c'est-à-dire, les femmes victimes de violences. Donc, 1 point, qu'est-ce que la Fondation des femmes? Alors, c'est une association avec laquelle on a, des relations, je dirais à la fois étroites et éloignées. Étroites parce qu'on a déjà fait des actions avec cette, fondation, que cette année on a fait un don, auprès de cette association aussi, qu'on s'était associé à la Fondation, des femmes, au moment du 8 mars, pour le 8 mars, hein, et on voulait faire de cette journée, une action, shiatsu. Bon, alors évidemment, compte tenu de la pandémie, ça a un petit peu, foiré, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'évidemment, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire, mais je pense que c'est une idée vraiment à retenir et à privilégier. Alors la Fondation des femmes, c'est une structure qui en fait, opère, la redistribution des fonds vers les associations. Donc en fait, c'est une structure qui recueille des fonds et les restitue à des associations, qui en général, luttent, contre les violences faites aux femmes, mais pas toujours, hein. Et elle met donc des événements, de sensibilisation et de collecte de fonds, au service de ces associations. Alors le plus célèbre et celui auquel nous, SPS, on a participé, ça s'appelle la Nuit des relais et c'est donc effectivement, une
comme son nom l'indique, une course de relais avec des équipes qui recueillent des fonds, les équipes recueillant des fonds. Et nous, on a animé un petit peu à 2 reprises au moins la nuit des relais, qui évidemment là s'est arrêté l'an passé malheureusement, mais qui reviendra. Et il y a d'autres initiatives régionales aussi de ce type-là, hein. En tout cas, vous pouvez très bien prendre contact avec eux en région pour voir quelles initiatives sont à mener. Donc, et le paradoxe, c'est que dans notre pays, il n'existait pas de structure de collecte grand public capable de lever des fonds, hein, pour développer et soutenir des actions en faveur des droits des femmes. Donc, c'est ça qui a présidé à la création de la Fondation des femmes. Le but est évidemment généreux, c'est se donner enfin les moyens de lutter efficacement contre les violences et pour l'égalité femmes-hommes. Donc c'est un combat évidemment qui nous est particulièrement cher. L'occasion aussi de vous dire, je me suis excusé pour l'absence de Anne-Cécile Maillefer, mais ça me fait penser là, ce que je viens de vous dire, c'est que primitivement, on avait demandé à Catherine Join, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une praticienne confirmée et qui a beaucoup travaillé dans ce cadre-là, sur les violences faites aux femmes, et on lui avait demandé d'intervenir pendant ces rencontres-là, mais elle souhaitait vraiment faire du présentiel. Donc, du coup, elle a décliné notre invitation au distanciel, et c'est dommage parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Elle avait créé une association de shiatsu, hein, de praticiens shiatsu qui intervenaient auprès des victimes de violences. Voilà, au début des femmes, mais son expérience s'est étendue aux violences de manière générale. Mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, je vous ai parlé d'un baromètre donc qui se fait tous les ans, hein, alors je ne sais plus comment s'appelle l'entreprise qui assure le sondage. Ça n'a pas grande importance. En tout cas, voilà ce que dit Anne-Cécile Maillefer, donc la présidente de la Fondation des femmes. La nouvelle édition du baromètre Priorité Femmes prouve que l'égalité entre les femmes et les hommes est devenue une priorité politique majeure pour les Français. Cela appelle une réponse massive des pouvoirs publics. Les associations féministes et la société civile sont au rendez-vous des attentes citoyennes. Il est désormais temps que les responsables politiques cessent d'ignorer ces attentes. Et à l'appui de ce baromètre, donc que vous pouvez trouver, hein, et dans lequel il y a énormément de choses intéressantes, hein, et des chiffres, dont certains que je vais vous non, je ne voulais pas vous les citer, mais voilà, c'est un autre écrit de la fondation que je vais vous citer, mais vraiment très intéressant, bon, avec des évidences, hein, sur l'égalité femmes-hommes, mais qu'il convient de rappeler évidemment. Et donc, la Fondation des femmes a décidé de faire un rapport, une analyse, à partir de cette étude du baromètre, et elle a étudié les conséquences économiques significatives qu'a eu l'épidémie de Covid-19 sur l'emploi des femmes. Le rapport met ainsi en exergue 3 phénomènes distincts qui sont venus renforcer la situation d'inégalité que subissent les femmes sur le marché de l'emploi. Donc ça, vous voyez, ça permet de raccrocher un peu la première partie de ce que je voulais vous dire. Effectivement, la pandémie a été une source d'inégalité extrêmement importante en termes d'emploi, en ce qui concerne les hommes et les femmes. Et je citerai aussi, parce que ça c'est monstrueux vraiment, il y a un rapport qui est là et est en train d'être mis sous silence complètement, un rapport qui a été commandé par le ministère du Travail, sur les travailleurs de seconde ligne, ce qu'on appelle les travailleurs de seconde ligne. Ce sont donc les gens
pour vous, je pense que c'est évident, ceux de première ligne, c'est-à-dire les premières lignes, ça a été les soignants, bien sûr, les caissiers, caissières, voilà, les gens qui faisaient le ménage malgré tout dans les transports en commun, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'était les travailleurs de première ligne. Puis après, il y a tous les travailleurs de seconde ligne. Et dedans, dans les travailleurs de seconde ligne, bon, il y a par exemple les chauffeurs routiers, par exemple, hein, mais il y a aussi beaucoup et surtout toutes les aides à domicile et les gens qui s'occupent du soin en seconde ligne. Donc on pourrait d'ailleurs imaginer que nous sommes des travailleurs de seconde ligne, puisqu'on a été amené effectivement à soutenir les gens dans la pandémie, hein, en tout cas en ce qui concerne la partie psychique et physique des conséquences. Et là, les chiffres sont assez monstrueux, les chiffres de la rémunération. Donc l'analyse a été faite par ce rapport, donc encore une fois commandé par le ministère du Travail, donc validé par le ministère du Travail. Et vous allez voir que ça va rejoindre la première partie de mon exposé sur pourquoi on nous cherche des noises, nous, sur la rémunération. Eh bien, la moyenne des travailleurs de seconde ligne, qui sont estimés à 5 millions. Disons qu'il y a 5 millions de personnes dont le salaire annuel se monte à 11 000 € par an. Donc, vous voyez qu'on est très loin du SMIC invoqué par l'organisme France Compétences. Et dans ces 5 millions de travailleurs de seconde ligne, on trouve les aides à domicile. Donc, évidemment, une profession très, très largement féminine. Et là, c'est encore plus monstrueux puisque là, le salaire moyen annuel pour ces aides à domicile est de 8 000 € par an. Donc oui, ce sont des chiffres officiels, vous voyez, je pense que ça doit vous surprendre. Et je vous avoue que moi, ça m'a plus que surpris, mais en tout cas, et un petit peu agacé quand on pense que nous, on nous a refusé notre titre au prétexte que les gens qui sortaient pour faire du shiatsu ne gagnaient pas le SMIC au bout d'1 an. Donc, il y a quand même quelques petites choses à revoir dans cette société, c'est clair. Quelques petits chiffres qui sont issus quand même de cette édition-là, du baromètre et de ce qu'a pu en tirer la Fondation des femmes. Là, il s'agit du temps normal, hein. Les femmes consacrent en moyenne 2h12 de plus par jour que les hommes à l'entretien de la maison et aux soins des enfants. Parmi les parents d'enfants de moins de 16 ans qui ont continué à travailler, donc là, il s'agit de la pandémie, 40% des femmes et 25% des hommes indiquaient passer quotidiennement plus de 4 heures supplémentaires à s'occuper de leurs enfants. Donc, vous voyez, les inégalités hommes-femmes, évidemment, elles se sont accrues pendant la pandémie. Et là, on est encore en train de pointer, évidemment, les difficultés pour une femme d'accéder ou de pouvoir exercer pleinement un métier. Donc oui, je sais que mon intervention est un peu polémique, mais là, si vous voulez, ce qui m'intéressait aussi, c'est moi, là, pour le coup, d'intervenir un peu en tant que secrétaire général du syndicat et d'avoir une position syndicale sur ces questions-là aussi, me paraît très important. 70% des femmes déclarent superviser quotidiennement le travail scolaire de leurs enfants contre 32% des hommes. Près d'un père sur 3 déclare ne jamais effectuer cette tâche, alors que c'est le cas d'une mère sur 10. Lors du premier confinement, dans la majorité des familles, parmi les personnes en emploi, c'est la mère qui s'est arrêtée de travailler, 21%, contre 12% des pères pour s'occuper des enfants. 34% des femmes déclarent avoir mal vécu les confinements, c'est 4 points de plus que pour les hommes. Bon, je ne vais pas vous assommer de chiffres parce que j'en ai 2 pages, vous voyez.
Mais je pense qu'on va vous mettre ces chiffres-là, qui sont quand même malgré tout intéressants, hein, même si là, pour le coup, ils dépassent un peu le cadre de notre métier, shiatsu. Il y a quand même, quelque chose moi qui m'a intéressé, juste une petite pique là sur, la recherche scientifique, hein, et la Fondation des femmes, pose la question: «À qui profite la crise?» Point d'interrogation. En ce qui concerne le premier confinement, la réponse est claire: aux hommes chercheurs. En matière de recherche scientifique et de production d'articles, le confinement semble ainsi avoir eu un effet aussi positif sur les chercheurs qu'il n'a été négatif pour les chercheuses. Selon une enquête publiée fin avril 2020, les propositions d'articles ont été multipliées par 2 pour les hommes, alors que celles émanant de femmes étaient quasi inexistantes. Alors, quelque chose qui là, pour le coup, nous intéresse par contre de plus près, parce qu'ils sont ceux qui nous permettent de continuer à vivre, pardon, la crise sanitaire a mis en évidence le caractère essentiel des métiers du soin et de la vente. Donc, je répète, des métiers du soin et de la vente dans lesquels on est. La plupart de ces emplois sont majoritairement occupés par les femmes. Donc, je le répète, côté shiatsu, c'est environ 80%. Donc je vais passer sur le reste, hein, parce que bon, ça serait un petit peu, rébarbatif, surtout comme ça, lu, hein. Je pense que vous pourrez le lire, vous, dans le petit document qu'on vous mettra à disposition. On pourra en reparler un peu après tout à l'heure si vous voulez. Le conseil, si quand même, toujours les petites piques, hein, et les choses qui m'ont, un peu amusé dans un premier temps, agacé dans un deuxième. Le conseil scientifique Covid-19 qui émet des avis, hein, donc et recommandations, comme vous l'avez vu, à destination du gouvernement sur la gestion de l'épidémie, compte 3 femmes parmi ses 11 membres. Le comité analyse, recherche et expertise, qui remplit une fonction d'expertise scientifique rapide, compte 5 femmes parmi ses 12 membres. Le comité de suivi des mesures de soutien financier aux entreprises. Alors là, c'est encore plus énorme. Lui, il compte 2 femmes parmi ses 14 membres. La commission économique post-Covid, chargée de plancher sur les grands défis post-Covid, climat, inégalité, démographie. Elle compte 8 femmes parmi ses 26 membres. Donc la crise sanitaire, ça c'est la conclusion du rapport de la Fondation des femmes, la crise sanitaire a accentué la sous-représentation déjà existante des femmes dans les médias, en raison notamment du faible nombre de femmes expertes invitées pendant la période du confinement de mars-mai 2020. Donc, constat bon, évident, hein, mais qui convient toujours de rappeler. Et puis, constat qu'on ne va pas manquer, nous, de rappeler à notre organisme qui nous aime tellement, France Compétences, donc celui qui refuse de renouveler notre titre. La troisième partie que je voulais aborder avec vous, c'est le rapport du CESE. Alors, le CESE, c'est une assemblée qu'on néglige très souvent et qui est pourtant la troisième assemblée française. Tout le monde connaît l'Assemblée nationale avec ses 2 chambres de députés et de sénateurs. Et pourtant, en France, il y en a une troisième, hein, qui est le Conseil économique, social et environnemental, le président du CESE étant le troisième personnage de l'État d'ailleurs. Et le CESE, donc, comme son nom l'indique, c'est un conseil qui en fait, travaille sur toutes les questions économiques, sociales et environnementales. Et lui aussi vient de publier un rapport qui est assez explosif sur l'impact de la pandémie. Et lui, il a plus travaillé sur les aspects organisation du travail, répartition des tâches domestiques, relations familiales
la santé, la culture, l'accès aux biens et les services. Et là aussi, je vous invite à aller voir ce rapport parce que sur la santé, par exemple, il y a plein de choses intéressantes, hein, et qui pour nous sont vraiment à mettre en avant parce qu'effectivement, bah, il y a des pans entiers de la santé qui ne sont pas couverts par ceux qui sont censés aujourd'hui s'en occuper, hein, savoir le corps médical. Mais la santé, comme vous le savez, c'est pas que le domaine du médical. Ça va bien au-delà et là, il pointe un certain nombre de choses qui sont intéressantes pour nous. Donc voilà, le CESE, qu'est-ce qu'il dit? Bah, en gros, ce qu'on vient de dire, hein, donc il a documenté les effets, genrés, c'est-à-dire donc les différences entre, hommes-femmes de la crise sur 3 niveaux. Le bien-être et la santé de la population sur les plans physiques, psychiques et psychologiques, de la santé sexuelle et reproductive. Les conséquences sur la charge mentale des femmes, notamment du fait de leur implication dans les tâches domestiques et familiales, conjuguées avec les effets du télétravail. Et enfin, les conséquences sur la situation économique et sociale des femmes, en considérant notamment le risque de précarité. Et donc, le CESE, qui a vocation à faire quand même des propositions, a fait plusieurs préconisations identifiées comme prioritaires. Donc pareil que vous pourrez, trouver sur ce rapport, hein. Je ne vais pas être trop long, sur cette question-là parce que tout ça, c'est franchement à lire parce que c'est intéressant, et il ne faut pas hésiter à promouvoir, hein, toutes ces choses-là pour, faire valoir un peu nos implications, nous, en tant que professionnels. Alors justement, en parlant de professionnels, heu, la réflexion, que je voulais avoir là, elle est sur notre positionnement de professionnels par rapport aux violences. Alors vous allez voir que, les violences, elles sont identifiées sous plusieurs formes, hein, ce ne sont pas que les violences, physiques, il y en a d'autres qu'on va évoquer après. Donc là, j'insiste bien, là, moi, je ne vais pas faire un exposé sur comment prendre comment on prend en charge, nous, d'un point de vue shiatsu, les violences. Ça, on pourra en débattre là tout à l'heure ensemble. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans l'exercice de nos métiers, on a affaire très souvent, évidemment, aux violences faites aux femmes, encore une fois, sous toutes ces formes. Les chiffres, je ne sais plus, je crois qu'ils sont quelque part par là, mais c'est assez énorme. Il y a des chiffres mondiaux qui montrent, je crois, qu'il y a 35 de femmes qui sont victimes de violences. Là, c'est sur la planète. Je ne sais plus, je vais retrouver le chiffre tout à l'heure, j'espère. Mais c'est au moins une femme sur 10 en France qui a subi des violences. C'est même certainement plus que ça. Je me souviens plus là, je crois que j'ai noté ça quelque part, mais ça va me revenir. En tout cas, vous vous rappelez que ça a émergé par rapport à l'inceste, hein, le nombre de victimes d'inceste commence à émerger et c'est monstrueux. Et là, les chiffres pour les violences faites aux femmes est énorme, euh, évidemment. Donc, alors j'ai vu qu'il y a une petite question sur où est-ce qu'on peut retrouver le rapport du CESE. Bah, si vous allez sur le site du CESE, hein, donc Conseil économique, social et environnemental, vous allez trouver le rapport. Vous allez voir qu'il travaille sur pas mal de choses. On avait d'ailleurs, petite anecdote, hein, on avait failli, bah voilà, Gilles nous a transmis le lien. On a failli faire d'ailleurs notre, dernier congrès en présentiel, dans l'enceinte du CESE. Un endroit prestigieux, hein, encore une fois, c'est la 3e assemblée française, et les travaux du CESE sont très intéressants. Tous les ans, ils publient, un rapport sur, l'état de la France. Voilà,
rapport sur l'état de la France, c'est un peu pompeux, mais c'est très intéressant. Euh, alors, il y a une enquête de victimation annuelle qui s'appelle Cadre de vie et sécurité, qui est publiée par le ministère de l'Intérieur, qui montre que le premier professionnel à qui s'adresse la femme victime est le professionnel de santé, bien avant le professionnel du social ou les forces de sécurité. Alors évidemment, quand le ministère de l'Intérieur parle du professionnel de santé, vous imaginez bien qu'il ne nous a pas inclus dans la boucle. Hein. Quand il parle de professionnel de santé, pour eux, c'est basique, c'est le médecin. Hein, voilà, ou l'infirmière ou l'infirmier que la personne va rencontrer. Moi, je suis désolé, mais je m'inclus dedans. Oui, nous sommes des professionnels de santé, nous sommes des accompagnants à la santé, mais on est dans le domaine de la santé. Donc, voilà un chiffre qui est intéressant pour nous. Enfin, un chiffre, hein, une évaluation qui est intéressante pour nous, parce que effectivement, et vous le savez bien, hein, pour certainement avoir rencontré ces problématiques-là, que effectivement, c'est souvent nous qu'on vient voir quand il y a ce type de problème. En France, les violences conjugales et intrafamiliales sont la forme la plus importante des violences commises à l'encontre des femmes. Alors voilà, elles touchent une femme sur 10 vivant en couple et représentent, ça c'est monstrueux, la première cause de mortalité des femmes de 19 à 44 ans en Europe. Hein, chiffre officiel. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des violences. Hein. Donc, on identifie un certain nombre de violences. Même si on ne peut pas affirmer que la violence psychologique conduit systématiquement à l'agression physique, l'une et l'autre s'inscrivent néanmoins dans un cycle de violence très repérable et progressif. Aussi, la violence psychologique peut être un indicateur de futures violences physiques. Les violences conjugales prennent la forme, sans ordre d'importance, hein, de violences psychologiques. Et là, on va trouver du harcèlement, des insultes, des menaces, des violences verbales, des violences physiques. Là, on passe aux coups, aux blessures, des violences sexuelles, viol, attouchement, des violences économiques. Et ce n'est pas la moindre des violences, forcément, non plus. Hein, privation de ressources financières, maintien dans la dépendance. Les incidences des violences, quelle que soit leur nature, sont majeures sur la santé des femmes, physique et psychologique. Selon la durée d'exposition et l'intensité des violences, les femmes subissent de graves problèmes de santé physique, mentale, sexuelle et reproductive, pouvant prendre très longtemps à se résorber. J'ai repris ça parce que, effectivement, dans la pratique, hein, malheureusement, quand on commence à faire un peu un bilan avec la personne, une anamnèse, on voit bien qu'il y a des choses sous-jacentes, hein, et que très vite, évidemment, la réalité sort et que là, on est vraiment dans notre rôle d'accompagnant, hein, et de pouvoir permettre à la femme qui a subi ces violences de se, j'allais dire, de se resituer un petit peu d'abord dans son corps et dans son énergie, bien sûr. Sur la santé physique et mentale des femmes victimes, les incidences des violences, quelle que soit leur nature, sont majeures sur la santé des femmes, physique et psychologique. Selon la durée d'exposition et l'intensité des violences, les femmes subissent de graves problèmes de santé physique, mentale, sexuelle et reproductive, pouvant prendre très longtemps à se résorber. Et ça aussi, hein, on le voit bien, nous, dans la pratique, hein, quand on rencontre des gens avec un énorme blocage, des femmes en l'occurrence, avec un énorme blocage énergétique, il y a souvent sous-jacent ce problème. Hein. Encore une fois, moi j'insiste parce que c'est vrai que c'est malheureusement des problématiques qu'on rencontre, nous, très souvent dans la pratique. Les conséquences de ces violences peuvent être classées en 4 catégories. Des traumatismes physiques aigus et immédiats, les séquelles sur la santé psychique,
le développement de comportements à risque. Alors, dedans, on va avoir les dépressions, la dépression, l'alcoolisme, les stress post-traumatiques, les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, les troubles psychiques et les TS, ces tentatives de suicide. Il peut même se mettre en place des états de désorientation ou de confusion mentale avec pensées délirantes ou paranoïaques. Les conséquences sur la santé sexuelle, reproductive, maternelle et périnatale des femmes. Les maladies chroniques dont le risque augmente. Et ça, c'est intéressant. Donc là, ce que je vous cite, ce sont des statistiques qui ont été faites. Les maladies chroniques dont le risque augmente. Céphalée, on va en parler demain avec Leïsa. Les douleurs, lombalgie, dorsalgie, les douleurs abdominales, les fibromyalgies. Il y a un nombre non négligeable de fibromyalgies qui sont liées aux violences faites aux femmes. Les troubles digestifs, la mobilité réduite, le mauvais état de santé générale, etc. Ensuite, toutes les circonstances générant de la tension peuvent déboucher sur le passage à l'acte de violence. Mais on sait que certaines périodes dans la vie d'un couple sont plus propices au déclenchement ou à l'aggravation des violences conjugales. La grossesse, les difficultés économiques, les crises familiales. On sait que, ça c'est important aussi, plus l'intervention auprès des victimes de violences conjugales est précoce et de qualité en termes de soutien, moins les séquelles seront importantes et plus grande sera la capacité de reconstruction des victimes. Malheureusement, quelques événements récents montrent qu'on n'est pas encore tout à fait au point là-dessus. Toutes les études montrent que les professionnels de santé, donc je nous inclus dedans, sont des acteurs, actrices majeurs dans le repérage et l'accompagnement des victimes. Bien souvent, il s'agit du premier contact avec un professionnel dans le parcours des violences. D'autant plus que ces femmes victimes consultent davantage par rapport à la population générale. Les professionnels de l'accompagnement à la santé que nous sommes ont un rôle important pour détecter, prévenir et intervenir. Poser systématiquement des questions sur ces problématiques de violence peut faire passer le taux de détection des violences de 6% à 30%. Et je vais terminer par ça. 6 points de guidage pour l'intervention. Demande. Alors, premier point, ça paraît particulièrement évident, évidemment, bien sûr. Respecter la confidentialité pour mériter la confiance et assurer la sécurité de la victime. Croire et valider ses expériences. Troisièmement, reconnaître l'injustice. Quatrièmement, respecter son autonomie. Elle doit pouvoir prendre elle-même ses décisions quand elle sera prête. Cinquième, aider à planifier sa sécurité. Ça, c'est important aussi. Hein. Ça veut dire que, et dans le petit document qu'on va vous préparer, on mettra tout un tas d'adresses, d'associations hein, et d'adresses pratiques aussi. Évidemment, le numéro de base, c'est le 3969, hein, qu'il ne faut pas hésiter à appeler quand vous sentez que vraiment la personne elle est en danger. Et donc voilà, dernier point, faciliter l'accès aux services d'aide. La professionnelle doit être familier des ressources disponibles, des numéros de téléphone d'urgence, des lieux d'accueil, des consultations. Parallèlement, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, il faut faire attention parce que quelquefois, nous, en tant que je mets beaucoup de guillemets dans ce que je viens de dire, hein, parce que nous, on n'aime pas trop ce terme-là au SPS, mais je sais que comme beaucoup de gens s'en revendiquent, quand on se dit thérapeute, hein, c'est par exemple de
pas suggérer à la personne d'aller de l'avant, d'oublier le passé, de décider pour la personne, à faire répéter son histoire. Non, il faut vraiment la prendre au sérieux et respecter ce qu'elle dit. Évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas respecter la confidentialité. Troisièmement, banaliser et minimiser l'acte de violence. Mais si on fait la première chose dont je vous ai parlé, c'est-à-dire: «Bon allez, oubliez, vous pouvez il faut aller de l'avant», on minimise à ce moment-là ce qui s'est passé. Évidemment, ça paraît de soi, mais blâmer la victime et ne pas respecter son autonomie, ignorer son besoin de sécurité serait une grave faute également, hein, et omettre de rappeler que la loi interdit et condamne les violences. Voilà, donc je rappelle, j'ai dit 39 69 tout à l'heure, c'est 39 19, hein. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vraiment, on a tous notre rôle à jouer, dans cette, lutte contre les violences qui, encore une fois, ne sont pas toujours que des violences physiques. Il y a bien d'autres violences dont on est témoin, dans notre pratique, quotidienne, malheureusement. Voilà, moi j'en ai fini avec, ce que je voulais vous dire, voilà, de manière un peu, comme ça, un peu sauvage, hein, parce qu'encore une fois, j'ai pas eu le temps de bien préparer mon sujet. J'avais préparé plus la question, du métier, hein, de la réponse, encore une fois, aux autorités qui ne reconnaissent pas suffisamment notre métier, en ce qu'il a de singulier, c'est-à-dire qu'il est pratiqué par les femmes, beaucoup. L'autre singularité, c'est que quand même nous avons une patientèle, des receveuses, pour, l'essentiel, hein, beaucoup, une grosse majorité de femmes qui viennent nous voir. Donc voilà, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est, peut-être de commencer à échanger sur ces sujets-là. Si vous avez des questions, je peux éventuellement essayer de répondre, mais j'en suis pas persuadé, je suis pas expert, hein, de la question. En tout cas, si vous, par contre, vous avez des expériences, sur le sujet, bah, c'est bienvenu, hein. En tout cas, voilà, je pense que c'est très, très important. Là, je vais reprendre un peu ma petite casquette de secrétaire général, mais ça me paraît très important de mettre en avant notre rôle dans l'accompagnement, hein. Et là aussi, on a un rôle d'accompagnant, dans ces situations-là, bien évidemment, qui va au-delà d'une simple séance de shiatsu, qui va aussi dans vraiment, l'accompagnement, très proche d'une personne, hein. Voilà, donc on vous écoute. Je veux bien prendre la parole. Je me Oui, présente, je ne sais pas si je mets la vidéo. Je suis Ilona Stéphanie. J'ai été formée en Angleterre et en Suisse. Et ça fait maintenant 10 ans que je travaille en France. Donc j'ai un peu le cursus des 3 pays. Et je vois qu'en Suisse, maintenant, il y a un pont qui permet de pouvoir être praticien reconnu fédéralement. Donc le métier est en train de rentrer vraiment dans les mœurs. Et c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'on rétrograde de plus en plus. En plus, moi, j'ai une autre formation, je suis aussi acupunctrice et il y a une maison de santé qui a été créée là où j'habite. Et on m'a gentiment prié, alors que je m'entends très très bien avec tous les membres de l'équipe de santé, de ne pas participer à la maison de santé, étant donné que je n'étais pas professionnelle de la santé comme la loi française l'entend. Donc j'ai été écartée du projet de mise en collaboration des facteurs santé, alors qu'il est tout à fait avéré, et chacun sait que les gens viennent très facilement chez moi parce que je ne suis pas psy, parce que je ne suis pas médecin, parce que je suis là un peu le premier contact pour s'occuper de soi avant qu'on puisse aller faire un travail plus complémentaire. Voilà. mmh. Enfin, ce que je voulais aussi dire, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement d'attitude en France qui s'est radicalisé ces dernières années. Moi, j'avais assisté à des réunions de shiatsu à Paris où il y avait un ministre qui était venu en disant c'est très bien, on fait ça à la salle Patriaire, continuez les membres du shiatsu, vous êtes trop forts. Et maintenant, j'ai l'impression que tout ce qui est acupuncture et shiatsu est réellement et complètement mis à banc. Et je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas partie des professionnels de santé. Mais merci en tout cas de votre intervention qui était très riche et c'est très touchant d'avoir un homme
qui parlent aussi bien du domaine féminin. Merci. C'est gentil. J'aurais préféré que ce soit Anne-Cécile Macfer, hein, c'était plus sa place, mais bon, voilà, j'étais un peu au pied levé. Voilà. Alors, sur ce que vous venez de dire, d'abord, il n'y a rien qui indique qu'on n'est pas des professionnels de santé. Si on prend l'OMS, et je suis jusqu'à preuve du contraire, la France est signataire et participante, signataire de la charte de l'OMS et participante de l'OMS, participante active. Et l'OMS, elle définit la santé de manière très claire. Et donc, à ce titre-là, on est clairement des professionnels de santé. Après, malheureusement, je ferai une petite distinction entre le shiatsu et l'acupuncture, voire même de manière plus large la médecine chinoise. Il y a très clairement une attaque contre l'acupuncture traditionnelle, on va dire, hein, c'est-à-dire l'acupuncture pratiquée par des non-médecins aujourd'hui en France. Là, ils viennent de se tenir 2 procès successivement où des enseignants d'acupuncture ont été condamnés sévèrement, mais vraiment sévèrement. Ce n'est pas le cas du shiatsu. Le shiatsu a toujours très bonne presse pour différentes raisons. Ce qui n'empêche que malheureusement, comme on est dans le grand cercle de ce qu'on appelle de manière impropre, hein, moi je n'aime pas trop le terme, mais bon, des médecines non conventionnelles, alternatives, thérapies complémentaires, enfin bon, on n'a toujours pas trouvé de bons termes. Moi personnellement, je préfère les techniques d'accompagnement, qui est plus juste, plus justifié et moins aléatoire, justement. Enfin bon, bref, on est classé dans les 400 techniques de médecine non conventionnelle. Dans ces 400, vous avez effectivement un certain nombre de techniques qui sont répertoriées comme étant à la solde des sectes, justifiées ou pas, hein, quand je dis ça, hein, je ne sais pas, en tout cas pas toujours. Quelquefois oui, quelquefois non. Et puis, vous avez une attaque en règle, ça c'est vrai, de la part des médecins, qui a suivi, si vous voulez, l'attaque contre l'homéopathie, en fait. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui, exactement les mêmes, hein, c'est le même groupe de 200 médecins qui aujourd'hui est en train de mener la bagarre contre les thérapies complémentaires. Ils viennent de publier une tribune dans le Figaro, et il y a un article aussi d'un prof de médecine dans l'Express, et qui est plus intéressant. Et là, peut-être ça permettrait de relativiser un petit peu ce que vous dites. C'est-à-dire que, voilà ce qu'il dit, lui. Il dit, attention, dans ces thérapies complémentaires, il y a des choses qui sont cohérentes et il y a des choses qui ne le sont pas. En tout cas, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça rentre dans le cadre de la médecine. Et ça tombe bien, parce que nous c'est pareil. On n'a pas envie d'être dans le cadre de la médecine. Ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être dans le domaine de la santé. Et de ce point de vue-là, ça change quand même. C'est plus compliqué que ce que vous dites. Je ne pense pas qu'il y ait de régression. Il n'y a pas de régression. En tout cas, pour le shiatsu, il n'y a pas de régression du tout. Le shiatsu est très bien vu. On travaille de plus en plus souvent dans les services hospitaliers. On fait de plus en plus appel à nous. On est en mesure de faire des évaluations cliniques dans les services hospitaliers. Donc, je ne pense pas que le problème se situe tellement de ce point de vue-là. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que la France va être obligée de légiférer sur la question. Et là, par contre, peut-être là, il y aura un problème. Parce que s'ils légifèrent, et c'est ça, au fond, ce qui sous-tend un peu l'action d'aujourd'hui des 200 agressifs, là, c'est au fond, laissez-nous tout ça. Laissez-nous jouer avec ça. Et vous, allez faire des papouilles dans votre coin. En gros, c'est ce qu'ils se disent, quoi. Et l'enjeu, il est là. Et il va falloir être costaud sur cette question-là. J'en profite pour vous dire que en ce moment, on est en train de discuter de la création d'une fédération des thérapies complémentaires, avec quelques-uns, hein, parce que c'est le moment d'avoir un rapport de force. Voilà. Je ne veux pas être trop long là-dessus, parce que si je pars là-dessus, j'en ai pour 2 heures, mais ce n'était pas l'objet vraiment de la discussion. En tout cas, merci Ilona, je crois que c'est ça, hein, c'est votre
prénom. Merci de votre intervention. Peut-être d'autres personnes? Oui, bonjour. Je suis Magali. Donc, moi, pour avoir vécu l'accompagnement d'agression, enfin, attouchement d'ailleurs, sur ma fille avec son papa, donc j'ai été dirigée vers France Victime. Et après, moi, j'ai tout de suite pris les devants en contactant le CMP pour que ma fille ait un suivi. Elle va mieux, elle travaille mieux à l'école et c'est une psychologue qui la suit, hein, c'est pas une pédopsychiatre. Donc là, elle va arrêter au mois de septembre et donc elle m'a conseillé de faire un stop avec ma fille puisque là, elle va mieux. À l'école, elle travaille mieux et on sent que voilà, c'est libéré. Donc pour dire que c'est très très important, hein, de faire suivre. Alors aussi, moi, je suis professionnelle en shiatsu, donc je l'aide aussi. Et ce qui est très important, c'est de ne pas toujours en parler, de ne pas toujours leur faire remettre toujours sur le tapis la problématique, hein, voilà. Donc là, moi, j'attends le procès avec son père qui va certainement avoir lieu, qui est très long, hein, c'est très très long. Donc il a fait que 5 mois de préventive. Et donc là, il a interdiction donc de nous approcher et d'approcher sa fille. Donc après, je demanderai à la suite du procès, il faudra que je saisisse le JAF, je demanderai qu'il soit déchu de son autorité parentale. Voilà. Merci, Magali. Et bon courage pour la suite. Merci. D'autres interventions, d'autres questions, d'autres échanges? Ça peut être sur d'autres. Pour la violence aux femmes, j'ai suivi à la télévision une femme qui avait porté plainte plusieurs fois. Et son mari n'avait pas le droit de s'approcher d'elle et tout. Et un jour, il l'a tuée et il l'a brûlée. Donc moi, je me pose des tas de questions sur l'accélération de tout ce qui est, comment dire, de l'État, de la police. Et c'est vrai que beaucoup de femmes ont peur et ont peur d'en parler. Donc il y a tout un contexte derrière qui est de pire en pire et c'est surtout la protection de la femme, enfin des violences en général, qui est très longue. Donc je me pose des questions parce que quand j'ai une cliente ou patientèle qui me demande tout ça et puis c'est vrai qu'il faut la confidentialité, croire en enfin tous les 6 que tu nous as donnés, les six trucs là, mais que faire? Parce que c'est facile dans le papier. Mais quand ces femmes de violence sont là et que le mari, il n'en a rien à faire et qui risque de la violenter, il y a encore une gamine pas loin d'ici qui a été violée, brûlée, machin. Donc, et que la police ne s'accélère pas, elle a ses propres problèmes en ce moment. Mais c'est vrai que je ne sais pas quoi faire au fait, parce qu'elle a peur, je ne sais pas quoi faire. Quoi dire? C'est facile de dire des choses, mais quand on a peur au ventre, c'est autre chose. Là, c'est vraiment, tu vois, la France, c'est un grand pays associatif, hein, et il pallie beaucoup de manques, hein. C'est pour ça on a parlé de la Fondation des femmes tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup d'associations maintenant qui interviennent sur ce terrain-là, et je pense que c'est vers elles qu'il faut se diriger au plus vite. Parce qu'effectivement, il y a des carences, bon, on le sait bien, hein, il y a des carences. Si on compare par exemple à l'Espagne, qui avait un problème qui était bien plus important que le nôtre il y a quelques années, ils ont pris le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire pour l'Espagne, mais en tout cas, ils ont avancé beaucoup plus vite que nous et maintenant, ils ont pas résolu le problème parce que ça ne sera jamais résolu malheureusement, mais ils ont
quand même beaucoup avancé, alors que nous, tu vois bien, on a beaucoup de balles, le bracelet électronique, tout ça, enfin, c'est des choses qui sont compliquées encore à mettre en place, on ne sait pas pourquoi. Il y a une espèce d'apathie qui est dramatique en France, mais les associations sont là pour ça, tu vois, et pour vraiment, on va vous donner, on va la mettre, hein, je pense, sur le site, la liste des assos, elle est impressionnante, hein, il y en a beaucoup, beaucoup, et heureusement qu'ils sont là, comme d'habitude, hein, pour effectivement un peu prendre le relais des autorités qui sont voilà, sur d'autres terrains. Hein. Bon, c'est pas toujours de leur faute, mais bon, souvent ils sont un peu noyés par d'autres problématiques, quoi. Malheureusement. Alors, enfin, je ne me suis même pas présentée, c'est Idalina à l'appareil. Donc, ce qui serait intéressant, effectivement, c'est d'avoir toutes ces coordonnées pour pouvoir leur donner pour qu'ils puissent se protéger. Oui, c'est ça. Ok. Ben, je veux bien ces numéros après. D'accord. J'en vois des femmes qui ont été violentées et qui ont des gros problèmes, mais c'est la peur au ventre qui les maintient prisonnières quelque part. Donc oui, j'aimerais bien avoir ces adresses, enfin ces numéros de téléphone. Je te remercie. On va mettre là, oui, en ligne. D'autres interventions? N'hésitez pas, hein, même si c'est sur d'autres sujets. Hein. Oui, oui. Bonjour. Vous m'entendez? Je sais pas. Oui, Christina, on t'entend. Ah oui, salut, je suis Christina, je suis à l'école, je suis débutante, excusez-moi, et peut-être ma question, du coup, va paraître tout à fait naïve par rapport à vous, mais ma question est liée définitivement à la pratique concrète. Je me retrouve avec une femme qui vient me voir parce qu'elles se sont oppressées, etc., etc. Et j'apprends au fur et à mesure qu'elle a subi une violence exceptionnelle. Et comment je fais en pratique dans ma séance? Est-ce que je parle? Est-ce que je commence à la toucher? Enfin bref, je ne sais pas, Jack, comment je fais quand il y a un cas comme ça qui te tombe, parce que c'est un stress aussi. Enfin, c'est compliqué peut-être. C'est peut-être pas le lieu, mais... Si, pourquoi pas. Mais je suis pas le... Peut-être de l'expérience, si vous avez eu ces cas-là, enfin les filles et les garçons, je sais pas. Comment vous avez fait la première fois quand vous avez eu un cas comme ça? Quelqu'un veut répondre? Sinon, je vais essayer de me lancer, mais... Je veux bien. Pardon, Jacques. Oui, vas-y, Isabelle. Oui, alors moi, je veux bien faire un retour d'expérience, si ça peut aider. J'ai reçu une jeune fille, une jeune femme qui avait été violée 3 semaines avant de venir me voir. Donc, sa démarche, ça a été, donc quand elle est arrivée, elle ne m'a pas dit, elle m'a dit, je suis sous trithérapie, je ne supporte pas qu'on me touche, mon corps me fait horreur. Bon, elle ne m'a pas dit qu'elle avait été violée, mais tous les signes étaient là, bien sûr. Et du coup, et elle m'a dit, c'est une personne assez exceptionnelle en fait, et elle m'a dit, je sais que si je ne fais rien maintenant, j'en serai malade plus tard. Donc, son approche a été juste vraiment incroyable. Donc, moi, je lui ai dit qu'effectivement, je voyais des femmes qui étaient plus âgées qu'elle, qui avaient le double de son âge et qui souffraient de fibromyalgie, enfin, de troubles assez importants et que globalement, à la fin, il apparaissait que ces femmes avaient été victimes de violences. Et donc, du coup, moi, déjà, ce que je lui ai dit, c'est que j'allais devoir la toucher. Je lui ai demandé l'autorisation de la toucher. Donc, bon, elle m'a dit que c'était OK. Je l'ai couverte. Je crois que je n'ai jamais autant couvert quelqu'un, de façon à ne jamais être en contact direct avec sa peau, mais toujours vraiment couverte. Et puis, je crois que je n'ai jamais mis aussi longtemps à démarrer une séance non plus, de façon à bien me positionner mentalement. C'est compliqué. Cette personne, à l'âge de ma fille, hein, c'est une femme. Donc, en fait, ça nous renvoie à énormément de choses qui auraient pu nous arriver à nous, qui auraient pu arriver à ma fille.
Et du coup, j'ai attendu vraiment très, très longtemps à côté d'elle avant de démarrer la séance. Je me suis dit aussi que si jamais mon toucher n'était pas juste, c'était une personne que j'allais enfoncer un peu plus. Donc, j'ai dû juste vider mon mental de tout ça. Voilà, il faut vraiment faire abstraction de tout ça avant de démarrer la séance. Et bon, ensuite, voilà, la séance s'est faite juste comme elle devait, enfin, je dirais comme elle devait se faire, comme avec une autre personne. Et bon, ça a été chouette parce qu'à la fin, elle m'a dit que ça faisait 3 semaines en fait qu'elle n'avait pas pensé à ça pendant 1 heure. Donc, c'était un très beau retour pour moi. C'est une personne que j'ai suivie pendant toutes les semaines parce qu'elle en avait le besoin, bon, jusqu'à ce qu'elle déménage trop loin pour qu'on puisse continuer ensemble. Je crois qu'il faut juste aussi elle venait des fois et puis elle était toute guirette, toute bien, en me disant tout va bien. Et puis nous, on sent que c'est pas vrai, ça va pas. Donc, généralement, elle quittait les séances, même quand elle est arrivée toute guirette, en pleurant. On finissait la séance, elle était en pleurs, jusqu'à ce qu'elle me dise, en fait, je suis venue vous voir parce que j'avais besoin de pleurer et que je n'y arrivais pas. Donc, je crois qu'il faut vraiment accompagner ça. Elle m'a envoyé des messages après en me disant, ben voilà, j'ai eu l'impression de régresser pendant 2 jours, que j'étais retournée en arrière. Mais finalement, non, je me rends compte que je me libère et que j'avance sur un chemin. Je crois qu'il faut rien préétablir et faire au fur et à mesure, enfin, vraiment faire encore plus au fur et à mesure de nos ressentis et de ce que les personnes veulent bien qu'on fasse avec elles. Bon, je ne sais pas si mon expérience peut aider, mais en tout cas pour moi, ça a été une expérience très forte et je remercie cette jeune fille de m'avoir fait confiance et également très, très instructive. Alors, moi, mon expérience, c'est que je la couvre effectivement d'un drap et de couleur. Et puis, je lui explique comment va se dérouler la séance. Je lui explique exactement, je lui dis que s'il y a quelque chose qui ne convient pas, qu'elle me le dise tout de suite. Donc, il y a une préparation. En fait, je prépare la séance, je lui dis que je vais la couvrir, je lui dis ce que je vais faire, je lui demande, et pendant la séance, je veux des échanges de temps en temps pour qu'elle soit rassurée. Donc, voilà mon expérience personnelle par rapport à ce genre de personnes. Jusqu'à présent, ça a fonctionné parce qu'au départ, elles se défendent un petit peu et puis après, petit à petit, il y a ils expliquent, enfin, il y a plus de communication. Mais ça, c'est des 3 choses qui sont importantes pour moi, la couvrir, lui expliquer la séance et pendant la séance, lui demander de temps en temps si ça va, enfin, un échange. Voilà, pour moi, c'est ça. La pratique du shiatsu, c'est une pratique fortement individuelle et qu'on doit individualiser à chaque fois. On doit vraiment travailler sur chaque personne de manière différente. On ne peut pas avoir un protocole défini comme ça pour qui que ce soit. Il faut être vraiment à l'écoute, hein, et il faut être surtout, en l'occurrence, pour ce type de personne, ça m'est arrivé aussi, moi, hein, effectivement, d'avoir, je me souviens en particulier d'une femme qui avait été violée aussi dans son adolescence et qui était arrivée au shiatsu finalement assez longtemps après. Et il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas toucher le ventre, par exemple, des choses comme ça. Bon, bah voilà, il y a des gestes intrusifs qu'il faut s'éviter. Donc, il faut vraiment travailler dans l'accompagnement de la personne, comme ce qui a été dit tout à l'heure. Juste, je vois qu'Ilona a mettre des choses qui sont importantes sur la formation. Effectivement, je crois qu'il faut pas hésiter à se former aussi un peu parce que c'est quand même, malgré tout ce que je disais tout à l'heure, c'est une population qu'on est amené, nous, en tant que praticiens, à
à prendre en charge, hein, évidemment, très souvent. Hein, la question des attouchements qui a été évoquée tout à l'heure. Il y a énormément, malheureusement, d'enfants qui sont victimes d'attouchements, on le sait maintenant, voire d'inceste. Il y a, et cette population est aussi énorme de femmes qui sont victimes de violences. Donc, c'est des populations qu'on va avoir à traiter et à accompagner. Et donc, il ne faut pas hésiter à se former à des modules complémentaires. Donc, Ilona vous en a mis un là en lien dans le fil de discussion. Effectivement, c'est une question qui se pose, et puisqu'on a un institut de formation, nous, ça serait, nous, pardon, j'anticipe. Aux côtés du syndicat, il y a un institut de formation que vous avez peut-être déjà remarqué, qui propose des formations, donc de plus en plus. Et c'est vrai que c'est le type de formation qui serait peut-être intéressante à mettre en place un peu systématiquement, quoi. C'est peut-être un peu ce qui manque au monde du shiatsu, peut-être aussi pour prolonger ta réflexion, Ilona, de tout à l'heure, c'est que pour qu'on soit pris au sérieux, il faut vraiment que on ait les moyens de montrer qu'on est sérieux nous-mêmes, quoi. Et donc faire des formations et des formations diversifiées, pas rester que sur le seul monde du shiatsu quand on fait de formation, mais aussi s'ouvrir un petit peu et voir un petit peu avec d'autres professionnels ce qu'ils peuvent nous apporter. Et dans ce cadre-là, il y en a d'autres. Donc les associations, elles font des formations à la prise en charge de ce type de problématiques. Donc il faut les faire. D'autres questions ou d'autres témoignages, hein, parce que c'est bien, là, moi, je trouve les témoignages, voilà, merci Isabelle, hein, c'était important. Moi, je voulais dire aussi qu'on a un outil qui complète le shiatsu, le Douyin, et moi, mon projet, pour l'instant, je n'ai pas contacté France Victime. J'aimerais justement pouvoir donner des cours de Douyin pour que les victimes puissent se réapproprier leur corps par leur toucher, leur propre toucher. Je pense que ça serait important et que ça les aiderait aussi. Tout à fait. L'avantage du shiatsu, c'est que c'est un toucher respectueux. Hein. On travaille sur les vêtements aussi, donc ça c'est important. Pour nous, c'est une arme supplémentaire. Et c'est un toucher respectueux, codifié, clair dans la pression. Donc, c'est des techniques qui sont intéressantes pour ça. Et le Douyin, bien sûr, c'est une bonne idée, hein, bien sûr. Et je fais actuellement la formation avec Jean-Marc Leclerc. C'est une formation que vous avez proposée là sur les émotions. Voilà. Voilà, c'est bien aussi, absolument. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres témoignages? N'hésitez pas. On est là, c'est l'avantage, hein, pour une fois qu'on se voit, ou pas. On ne se voit pas toujours, mais une fois on a l'occasion d'échanger. En profiter. Si vous avez d'autres questions sur d'autres domaines, ça peut être l'occasion aussi. Hein. Profitez-en. Non, personne ne se lance. Daniel, tu n'as pas un témoignage là-dessus? Sur la prise en charge, toi, c'est plutôt l'autisme, mais tu as peut-être eu affaire à des de ce type-là, malheureusement. Oui, j'ai eu quelques cas aussi de personnes qui ont suivi des violences. Et je rejoins complètement le témoignage d'Isabelle, en fait, d'Isabelle Ballarché. C'est tout à fait ma façon aussi de travailler. Et avant de commencer une séance de shiatsu, il y a beaucoup de préparation avant dans l'échange verbal, de vraiment réconforter la personne et puis bien lui expliquer surtout comment on va travailler, de quelle façon, et effectivement qu'est-ce qu'on peut toucher, pas toucher, aussi de bien lui informer qu'en cours de la séance, si ça ne lui convient pas, si elle souhaite arrêter cette séance, eh bien qu'on peut l'arrêter à tout moment, même si peut-être qu'elle reviendra après ou pas,
mais il ne doit y avoir aucune contrainte. Elle ne doit pas se sentir obligée de rester jusqu'à la fin de la séance. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais c'est important qu'il l'entende et qu'il le sache. Effectivement, de bien couvrir la personne, même si elle reste avec ses vêtements, mais de rajouter un drap ou quelque chose. Et vraiment, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'écoute avant de commencer la séance. Ça, c'est clair. Qu'elle se sente entendue, écoutée et entendue, quoi. Et de, voilà, bien voir avec elle au niveau des pressions, si ça lui convient. Il ne doit y avoir vraiment aucun problème, quoi. Et elle doit dire effectivement, si vous allez dans un endroit que ça ne lui convient pas, il faut qu'elle s'exprime. Il n'y a aucune raison. En général, ça se passe bien. Moi, franchement, je n'ai jamais eu de problème particulier. Mais c'est vrai que le début de la séance, il ne faut pas le. C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu comme avec l'autisme, hein, de toute façon. Hein. Mmh. C'est exactement la prise en charge, en fait, elle est la même. Hein. C'est pareil, en fait. Il n'y a pas tellement de différence. Les sujets sont différents, mais la prise en charge, il n'y a pas tellement de différence. C'est vrai. Merci, Daniel. Swazig nous met un petit message là en discussion. Alors, je pense que je ne suis pas sûr d'un des termes qu'elle a écrit. Bonjour, il existe l'association Stop aux violences. J'imagine que c'est sexuel, parce que là, c'est écrit séquelles, qui a un annuaire de praticiens pratiquant des thérapies psychocorporelles très ciblées sur ces problématiques. Leur site SVS est une ressource documentaire très complète. Donc, voilà, je fais suivre. Mais je pense que c'est sexuel, hein, que tu as voulu dire, Swazig. Alors, je voulais dire aussi que c'est vrai, Catherine Moy, vraiment, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui ne voulait pas le faire sur le thème de la conférence, parce qu'elle tenait beaucoup à ce que ce soit en présentiel, parce qu'elle a vraiment beaucoup à apporter et à nous dire à ce sujet. Et ben, j'espère qu'on pourra refaire très prochainement, justement, du présentiel et organiser quelque chose à ce sujet, parce que je pense que vraiment, elle peut nous apporter beaucoup. Par son expérience. Elle a une très, très grosse expérience. Ouais. Et elle ne se voyait pas faire cette séance. Excusez-moi. Excusez-moi. Cette séance en conférence, alors pour elle, c'est très important d'y associer un atelier. Ouais. Donc, voilà. De la pratique. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Mais comme dirait la chanson, un jour on ira à s'incarner, hein, de toute façon. Nous étions prêts. Donc on fera du présentiel, c'est sûr. On y reviendra. Voilà, donc je ne sais pas. Oui. Bonjour Jacques, oui, j'arrivais plus à manipuler mon appareil. Et c'est Swazig qui a l'appareil. Oui, l'association SVS, je suis désolée, elle a gagné. Ah. On a du mal à t'entendre, Swazig. L'association. On a perdu une partie de ton intervention, Swazig. Ah, je suis désolée. Oui, je voulais dire, c'est bien Stop aux violences sexuelles, le nom de l'association. Mais mon appareil a écrit les termes. Oui, c'est qu'elle, il a écrit. Il a fait des fautes d'orthographe aussi, je suis navrée. Et leur site est très, très riche. On y trouve un annuaire de praticiens qui est très important, avec des gynécos, avec des psychologues, avec des juristes et des thérapeutes psychocorporels, des ostéopathes. Donc, on peut s'en inspirer parce que c'est toujours intéressant d'avoir un allié dans la région où on se trouve et ça couvre toute la France. D'accord. Ça serait bien qu'il y ait des praticiens shiatsu, alors, finalement, là-dedans. Ben, je trouve aussi. C'est une idée que j'ai, mais bon, j'attends d'être un peu plus un peu plus avancé. Ouais. Voilà. En shiatsu. Bon, ben oui, mais c'est. Alors, donc, oui, tu dis, c'est dans chaque région, il y a des dispositifs de cette association. Oui. Ça couvre toute la France. C'est une association qui a été créée par une gynécologue, le docteur Violaine Guérin.
et qui traite toutes les victimes de violences sexuelles. Alors, c'est fait sous forme d'ateliers par l'escrime, par l'eau et par l'équitation maintenant. Alors, c'est en arrêt depuis le début de la pandémie, mais c'est une succession, c'est 10 ateliers qu'on fait faire aux femmes sur un an. Il y a des hommes aussi, hein, parce que malheureusement, il y a aussi des hommes qui sont touchés, il n'y a pas que les femmes. Bien sûr. Et elle commence aussi à traiter des auteurs parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui malheureusement ont aussi été victimes et qui sont dans une dynamique de reproduction. Donc, il faut les traiter d'abord comme victimes pour ensuite pouvoir les traiter comme auteurs et faire en sorte qu'ils ne reproduisent plus, quoi. Donc, donc, elle va aussi en prison. Enfin, ce sont des ateliers qui sont faits également en prison. D'accord. Ouais, c'est Mais leur intéressant. site est très riche. Hein. Leur site est vraiment, on peut y trouver beaucoup de. Ils font des assises tous les ans avec des tas de thèmes, notamment l'endométriose, parce que l'endométriose, certaines maladies auto-immunes, on pense que certaines de ces maladies pourraient avoir une origine de cet ordre-là. Eh oui, tout à fait. Ouais. Oui. Oui, merci Swazig pour l'info. Et je reviens aussi un petit peu en arrière, mais c'est à cause de toi, Swazig, ou grâce à toi plutôt, sur ce que disait Ilona tout à l'heure, et le fait de peut-être éventuellement avoir du mal à travailler dans des centres de santé. Il y a de plus en plus quand même maintenant se mettent en place alors je sais que ça existe en oncologie, mais là tu nous en donnes aussi la preuve sur d'autres thématiques, ça existe avec l'autisme aussi. Alors en oncologie, ils appellent ça centres ressources, et qui sont en fait justement où il n'y a pas de médicaux à l'inverse, hein, qui sont des centres où les gens peuvent venir trouver des aides, en général avec des thérapies complémentaires, justement, hein, des techniques d'accompagnement. Je vais me tenir à mon terme de départ. Et ce que je constate, moi, c'est peut-être ce que je voulais te dire, Ilona, c'est que ce que je constate avec un peu de dépit, on va dire, c'est que les gens du shiatsu, les praticiens du shiatsu, sont très timides, sont très en retrait par rapport à tout ce qui pourrait être fait, tout ce qui se fait. Voilà, Swazig vient de dire, voilà, il y a des ostéopathes dans le système, là, dans l'association qu'elle vient de citer. Pourquoi il n'y a pas de praticiens shiatsu? Très franchement, moi, je vois ça maintenant de mon poste là, c'est que trop souvent, les gens du shiatsu sont dans leur camp à soi, ils restent sur leur truc, un peu chez eux, etc. Ils hésitent à s'engager, à s'ouvrir, à aller vers d'autres structures, à faire du réseau plus large que le réseau shiatsu. Et vraiment, il faut y aller, quoi. Moi, je pense qu'il faut se retrousser les manches et il ne faut pas hésiter à aller se présenter dans des associations comme ça, et qui sont pas toujours, où on fait pas toujours que du bénévolat, hein. Quand je dis ça, c'est pas, on peut trouver aussi son compte au niveau rémunération, hein, bien évidemment, mais il faut y aller un peu plus, hein. Moi, je vois, nous sommes très 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 en retrait par rapport à d'autres techniques en France, hein. Par exemple, tout bêtement, tout simplement, la réflexologie. Les réflexologues, ils sont plus nombreux, plus actifs, plus présents sur tous les terrains. Bah, c'est pas, tant mieux pour eux, hein, mais c'est pas normal. Il faut que vraiment les gens du shiatsu se bougent un peu plus, hein. Là, il y a une espèce un peu de fainéantise, entre guillemets, je trouve pas le terme, c'est pas le bon terme, mais de retrait qui est dommageable. Voilà, il faut y aller, faut foncer. On a une bonne réputation, le shiatsu a très bonne réputation. On n'a pas de casserole, contrairement à d'autres techniques. Et paradoxalement, on est moins mis en évidence que d'autres techniques. Je pense, par exemple, ce qui, moi, me sidère toujours un peu, hein, je n'ai rien contre le Reiki, hein, je ne suis pas un anti-Reiki, mais ce que je vois, c'est que il y a plus de coupures de presse pour le Reiki que pour le Shiatsu, on en parle plus de Reiki que de Shiatsu, y compris dans des rapports officiels. Donc, il y a un problème, quoi. Donc,
il faut se bagarrer un peu plus, si je crois. Il faut vraiment y aller un peu plus, quoi, et occuper le terrain. Séverine Rougier, Séverine, tu nous dis que, ouais, bah oui, c'est bien. Elle nous dit qu'elle travaille à être connue auprès de notre médecin référent. Voilà, oui, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter. Très franchement, moi, je suis surpris, encore une fois, pour être là maintenant au SPS depuis 10 ans et d'avoir maintenant des entretiens avec des tutelles, des profs de médecine, l'ami Vilude il y a quelques temps, etc. À chaque fois, nous sommes très bien reçus. Donc, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Ilona. Autant vous pointez, dire vous êtes acupuncteur, ça va être plus difficile. Vous dites, je suis praticien shiatsu. En général, on est très bien reçu. Sauf qu'il y a quand même un manque d'allant de notre part. Voilà, c'était mon petit coup d'appel au peuple. Bon, bah écoutez, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, propositions, demandes, commentaires. Enfin, en parlant d'allant, Jacques, c'est Idalina, oui. J'ai été me proposer à l'école ici à Santeny parce que je voyais que les enfants étaient très mal et c'est très compliqué de rentrer. Et là, j'ai rendez-vous avec le maire de nouveau pour pouvoir faire, tu sais, c'est vrai que je pourrais monter une association, mais bon, je ne sais pas. En fait, je suis un petit peu, c'est tout neuf. Mais c'est vrai que j'ai été demandée de faire du shiatsu sur les enfants ou sur les ados pour aider à traverser ce Covid. Mais c'est très compliqué parce que l'administration coupe tout de suite. C'est très, très lourd. C'est sûr. C'est sûr. Et puis, c'est aussi très compliqué avec l'éducation nationale. Parce que moi, pour y travailler en second métier, je ne fais pas partie de l'éducation nationale. Je fais partie de la collectivité territoriale. Mais c'est très, très, très compliqué. Oui, parce qu'on essaie de chercher une façon de pouvoir faire en dehors un petit peu de l'école. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, ma bataille, c'est pour les ados parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus mal. On parle des femmes, on parle des personnes âgées, mais on oublie, je trouve, moi personnellement, un petit peu les ados et c'est notre avenir au fait. Et c'est vrai que, voilà, c'est compliqué. Ils sont, oui, surtout que les ados, il y en a beaucoup qui sont en échec scolaire. Complètement, et puis il y a beaucoup de suicides. Oui, tout même à fait, des enfants de 8 ans. Oui. Et ça, j'avoue que c'est mon cheval de bataille. Moi, je suis déjà intervenue 3 fois à l'Oisellerie ou à l'EPA à Angoulême, à la Couronne, par l'intermédiaire d'une patiente que j'ai au shiatsu, dont je fais ses chevaux, parce que moi, je fais aussi du shiatsu animalier. D'ailleurs, on a des petits soucis là, avec l'ordre des vétos, qui nous envoie gentiment des recommandés. Ouais. Donc, c'est vrai que les enfants, au début, se disent oui, ça sert à quoi? Et puis après le doin, ils posent beaucoup de questions. Et puis, on sent bien que ça les recanalise. C'est vraiment un bel outil. Mais malheureusement, on est obligé de rentrer par l'intermédiaire de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Sinon, c'est très compliqué. Allez, on va être positif, soutenir. Je souhaiterais intervenir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien sûr. Oui, Eric, vas-y, on t'entend. Eh bien, j'étais très intéressé par les propos qui ont été échangés par rapport justement aux initiatives que l'on pourrait prendre. Chacun. Oui, ma caméra est très très mauvaise. Bon, je l'avais, mais c'est pas gagné. Voilà. Que les praticiens pourraient prendre. Moi, je suis élève en 3e année. J'espère être certifié en octobre prochain. Mais je voudrais demander directement à Idalina ce qui est pour elle un shiatsu pour aider justement les ados et les enfants à traverser cette période de pandémie. Parce que comme ça, le
le jeune futur praticien que je suis ne sait pas grand-chose et ne saurait pas faire grand-chose dans cette direction. Est-ce qu'on peut échanger là-dessus, sur cette expérience? Oui, j'ai eu des ados et au fait, ça les aide déjà parce que aujourd'hui, il y a, comment dire, on n'a plus le droit de se toucher. Il y a quelque chose qui se fait dans la tête des jeunes Oui. où ils deviennent très dépressifs, très, très tristes, et le fait de leur faire du shiatsu, de parler, eh ben il y a un contact, ils ont les vêtements, je leur mets aussi un drap dessus parce que comme ça, il y a symboliquement quelque chose on ne leur touche pas directement le corps, mais le fait de leur toucher, de leur faire les pressions, déjà, ça les déstresse beaucoup. Je travaille beaucoup aussi le plexus solaire et petit à petit, ils commencent à parler de leurs peurs, de leurs angoisses. Et il y a quelque chose c'est ce que je leur dis aussi, c'est ce que j'ai dit à certains jeunes, qu'ils sont notre avenir, que ce qu'on traverse là, donc il y a un échange tout en touchant leur corps et il y a une confiance qui s'installe, ils deviennent plus calmes. Et c'est vrai qu'il y a oui, il y a beaucoup de discussions également. Et moi, c'est vrai que j'y attache énormément d'importance parce que je vois de plus en plus de jeunes qui souffrent et ça me fend le cœur parce que c'est notre avenir, hein, c'est l'avenir de la société de toute façon. Et donc, le shiatsu, ça les aide beaucoup. J'ai un jeune de 4 ans, un petit jeune de 4 ans que j'avais fini là, j'avais fait une dizaine de séances. Eh ben, il n'y a pas longtemps, il faisait des cauchemars. Eh ben, il a demandé à sa mère de venir me voir. Donc, il est venu me voir. Sa mère m'a expliqué qu'il n'arrêtait pas de vouloir me voir. Donc, il est venu. Et sa première chose, quand il est arrivé, on a commencé comme une petite histoire et il m'a parlé de ses cauchemars, de ses angoisses. Donc, on a commencé à discuter. Après, je lui ai fait un shiatsu. Je lui ai dit, tu vois, tu es calme. Enfin bref, il y a quand même un échange qui s'installe dans le shiatsu. Il faut un échange tout le temps, hein, parce que les enfants, ils ont besoin d'être rassurés. Même quand on touche leur corps, ils ont besoin d'être rassurés. Et ben, quand il est parti, c'était plus le même petit garçon de 4 ans. Et ça, je trouve que l'échange tout en faisant du shiatsu, enfin pour ceux que j'ai eus jusqu'à présent, hein, je dis bien, eh ben c'est très important. Et c'est vrai qu'après, ce que je fais également avec les parents, je leur demande de m'envoyer un SMS, et ça j'en ai beaucoup, pour m'expliquer dans les 2 jours qui suivent comment ils réagissent. Et ça, effectivement, les mères m'envoient, ça j'en Yalina, on t'a perdu. Oui, on a perdu la voix. On t'a perdu. Tu as perdu ton. Oui, on t'a perdu. Excuse-moi. Je disais que j'en ai un de 24 ans et je lui ai demandé également de m'envoyer ses impressions 2 jours après. Eh ben, il m'envoie presque des lettres qui m'expliquent ce qu'ils ont eu, ce qu'ils n'ont pas eu. Et souvent, il m'envoie après. Donc, il y a toujours une communication que j'ai avec eux. Et quand ils reviennent, eh ben, ils sont bien. Et enfin, c'est ce qu'ils me disent en tout cas. Et ils reviennent quand ils en ont besoin. Donc, je vois le bienfait sur ces jeunes du shiatsu. Et c'est vrai que c'est flagrant. Et ça apporte non pas sur le corps, mais sur le mental, sur tout un ensemble de choses où ils réagissent, où ils sont beaucoup mieux. Et ça me fait chaud au cœur, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une communication. Pour moi, la communication avec les jeunes, tout en faisant du shiatsu, est importante. Donc voilà mes expériences, en tout cas. D'accord, Idalina. Je voulais juste vous indiquer une petite porte d'entrée pour l'éducation nationale. C'est une cellule qui s'appelle CARDIE, C-A-R-D-I-E. C'est la cellule académique, recherche, développement, innovation, expérimentation. Il y en a une dans chaque académie. Je vous dis ça parce que là, j'ai une de mes anciennes élèves qui est restée prof dans un collège en partie.
à temps partiel, et elle a proposé, dans le cadre de ce CARDI, des ateliers de Douyin. Donc pour ces ados qui sont au collège, ça marche de manière absolument incroyable. Et donc, c'est validé par ce CARDI là et qui veut l'étendre à d'autres établissements, peut-être, ou en tout cas à l'académie. Donc, n'hésitez pas à contacter, puisque dedans, hein, comme vous l'avez compris, c'est innovation, expérimentation. Et bien oui, nous, on innove depuis longtemps avec le shiatsu, hein, ce n'est pas une découverte. On va innover avec le Douyin et on va l'expérimenter. Donc, voilà, encore une fois, de toute façon, ça ne coûte rien de prendre contact avec tous ces services-là, hein. Il y a Séverine qui nous envoie aussi des petits messages dans les discussions pour nous dire ce qu'elle met en place dans son hôpital. Dans plein de services hospitaliers, il y a ce qu'elle met en place. Ça se met en place, mais c'est souvent un peu long, c'est un peu rébarbatif, mais il faut y aller, hein. Et puis quelquefois répéter aussi, le nom? Le CARDI. La CARDI, puisque c'est la CARDI. Ouais. Donc, CARDIE. Ah bah ça, je vais le faire, Jacques. Bah oui. Ah, je ne connaissais pas du tout. Donc, allez-y. Je veux bien témoigner d'une expérience que j'ai bien en sûr. hôpital pour dire que finalement, les institutions hospitalières sont quand même peuvent être assez ouvertes. Moi, je pratique le shiatsu depuis 2 ans. À l'hôpital Necker, où il a été créé un espace pour les familles. Donc, l'hôpital Necker, c'est un hôpital pour les enfants malades. Et donc, c'est un espace bien-être qui est ouvert 5 jours sur 7. Et moi, j'ai 2 jours de shiatsu. Il y a un jour de massage et un autre jour de sophrologie. Et en fait, au début, j'avais un seul jour de shiatsu. Et il se trouve que les retours en shiatsu sont tellement bons et que c'est une technique qui est tellement bien adaptée à toutes les difficultés que rencontrent les parents. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'espace bien-être est dédié aux parents des enfants hospitalisés, c'est-à-dire que les enfants peuvent être hospitalisés 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Parfois, les parents restent dormir dans la chambre des enfants. Parfois, ils se relaient. Il y a un parent qui va venir une semaine, un autre l'autre semaine, des fois 1 jour sur 2. Enfin, bon, c'est des mises en place d'organisation de vie. Enfin, c'est des grands bouleversements très, très importants dans leur vie. En plus, il y a l'angoisse de la maladie de l'enfant, qui vont subir soit des grèves, soit des choses difficiles. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, le shiatsu, il répond parfaitement. Enfin, cette technique-là, cette pratique-là, elle répond parfaitement à des situations de stress et d'angoisse et que c'est très, très apprécié. Donc, moi, j'ai dans l'idée de pouvoir essayer de dupliquer l'expérience, de créer un document qui permettrait à d'autres praticiens shiatsu qui seraient intéressés d'avoir ce document et qui pourrait montrer dans d'autres hôpitaux que l'expérience est possible et positive auprès des patients ou des visiteurs des hôpitaux. Mais en attendant, c'est vrai que quand on parlait de dynamisme et puis qu'il fallait oser, je pense qu'en effet, les hôpitaux sont plus ou moins ouverts, mais enfin, il y a quand même, moi, de temps en temps, j'ai quand même des médecins qui viennent ou des professeurs qui viennent et qui sont contents de recevoir un shiatsu, pour la plupart, ils découvrent le shiatsu, mais
Donc, le monde hospitalier, enfin, le monde médical s'ouvre aussi à ces pratiques-là et en tout cas, ils le reconnaissent. Il y a quand même dans cet hôpital un espace qui est dédié à une technique différentes techniques de mieux-être et d'accompagnement à la santé. Donc, quand même, c'est un signe prometteur quand même. Voilà ce que je voulais dire. Merci Sylvie. J'ai une question pour Sylvie. Oui. Parce que tu travaillais déjà à l'hôpital ou tu as fait la démarche Non, je travaillais tu les as démarchés. à l'hôpital. Il se trouve que l'hôpital a fait une demande pour trouver des praticiens shiatsu. Enfin, l'hôpital. En fait, ce sont des éducatrices de l'hôpital qui ont trouvé que les enfants étaient extrêmement bien pris en charge, mais que les parents étaient vraiment dans des désarrois très profonds. Donc, il y avait une des éducatrices qui connaissait déjà le shiatsu parce que à Necker, il y a quand même une école de shiatsu qui est implantée, bon, qui n'était pas l'école dont je dépendais, mais enfin, donc le shiatsu est quand même connu. Et donc, comme une des éducatrices connaissait le shiatsu, elle trouvait ça intéressant de faire rentrer le shiatsu dans cet espace bien-être qui allait être mis en place. Et donc, ils ont fait appel à quelques praticiens de shiatsu et moi, j'étais au courant. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée. Voilà. Super, voilà. Super. Je t'en prie. Excuse-moi, je vais être... tout à l'heure, on m'a posé des questions sur les jeunes, mais j'ai oublié de dire que c'est très important. Quand c'est des mineurs, il faut que la mère ou le père soit présent pendant la séance. Ça, c'est très, très important. Donc, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, mais c'était important de le dire. Systématiquement, je demande au père ou à la mère d'être présent pour la séance. Comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, Sylvie, merci Idalina. Sylvie, on te demande de faire ce document. Hein. Oui. Voilà. Il faut que tu te mettes au boulot. Oui, je sais, j'ai vraiment envie de le faire. Ce qu'il y a, c'est que en fait, il faut que j'ai l'autorisation et c'est assez... Enfin, il y a un service de com, mais en fait, on ne doit parler que de l'hôpital et de ce qu'on y fait qu'une fois qu'on a l'autorisation. Mais les éducatrices, elles aussi, sont d'accord. Elles aussi, elles auraient envie de pouvoir dupliquer l'expérience. Et donc, du coup, on ferait ça ensemble. Mais c'est vrai qu'elles, c'est en plus de leur travail. Et on fait déjà un recueil de satisfaction, de témoignages de parents qui viennent et tout. Donc, on a tout ça qui est prêt. Mais voilà, je pense que ce serait très utile. Je vais essayer de le faire et de le faire. Oui. Voilà, si tu peux le faire pour demain, ça serait bien. Ah oui. Je te reconnais bien là. D'autres, avant qu'on se quitte, voilà, si vous avez d'autres choses à dire, des témoignages, je pense qu'il y en aurait beaucoup, hein, peut-être. En fait, Jacques, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui va avoir besoin de plus en plus de shiatsu, parce que comme on n'a plus le droit ni de s'embrasser, ni de quoi que ce soit, et je crois que c'est le moment le plus comment dire, le opportun, favorable pour le shiatsu aujourd'hui, pour qu'il ait du succès. Voilà ma pensée. Parce que tu veux dire que pendant le shiatsu, on s'embrasse, c'est ça? Exactement. Ça serait bien. C'est ça. Ça serait super. Ah oui, d'accord. Bon. 1 heure de bisous, c'est bon. Ouais. C'est pas mal. Enfin oui, j'allais dire une bêtise. Très bien. Eh bien, peut-être on va se quitter pour aujourd'hui. Mireille ou Daniel, vous aviez d'autres choses à peut-être rappeler notre rendez-vous de demain? Oui, demain, notre rendez-vous est avec la Isabelle Mort, donc à 14h30. Voilà. Pour travailler sur la migraine.
Pour combien d'heures demain? Je ne me souviens plus. Normalement, c'est à peu près 2 heures, hein, mais ensuite, ça dépend des ouais. questions aussi. Ouais. On ne peut pas trop savoir. Parfois, il y a beaucoup de questions, parfois, il n'y en a pas. Enfin, on ne sait pas trop, en fait. Bien sûr. Merci Merci à à tous. 14h30, pas 14h. Hein. Oui, 14h30. Oui, tu as raison de repréciser. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé à nos 2 journées des rencontres. Et puis, on espère que ça vous aura intéressé. Et en tout cas, la suite est prometteuse. Oui. N'hésitez pas à venir au jeudi du SPS, qui sont toujours intéressants. Et puis, oui, les prochains, ce sera fin juin. Fin juin sur la spondylarthrite. Avec 2 témoignages intéressants sur la spondylarthrite. Oui, absolument. Enfin, 2 professionnels de shiatsu, dont un qui est atteint de la spondylarthrite. Donc, les 2 témoignages sont vraiment intéressants. Ouais, ça sera vraiment intéressant. Oui. Ouais. Merci à tout le monde. À bientôt et bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir à toutes et à tous.